Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bienvenue dans ce nouveau bulletin d'information. Au titre de l'actualité aujourd'hui, Monsieur Lamamara en visite de travail de 3 jours à Paris et Washington. Côté éducation, Nouria Benrabrit veut réhabiliter la mission des inspecteurs de l'éducation. Tunisie, Béji Qaïd Essebsi à Paris pour une nouvelle donne diplomatique. Turquie-Iran, le président turc en visite en Iran pour calmer le jeu. Russie, Moscou teste un nouveau missile pour les systèmes sol-air S-400. Nous débutons ce journal avec la visite de travail de Ramtan Lamamara à Paris et Washington. Plusieurs dossiers seront examinés lors de la visite du ministre des Affaires étrangères algérien avec ses homologues français Laurent Fabius et américain John Kerry, qui le conduira successivement à Paris et Washington. M. Lamamara effectuera mardi une visite de travail à Paris pour avoir des entretiens avec son homologue français. Laurent Fabius indique le ministère des Affaires étrangères, précisant que les deux ministres aborderont différents dossiers de la coopération bilatérale ainsi que les questions régionales et internationales d'intérêt commun. Les rencontres de haut niveau entre les gouvernements algériens et français correspondent à la volonté du président de la République Abdelaziz Bouteflika et de son homologue français François Hollande, d'œuvrer à l'édification d'un partenariat d'exception entre l'Algérie et la France, relève le communiqué. M. Lamamara effectuera également mercredi et jeudi prochain une visite de travail à Washington où il doit notamment coprésider avec le secrétaire d'État américain John Kerry la 3e session du dialogue stratégique Algérie-États-Unis d'Amérique. Cette session sera consacrée à l'examen de la coopération bilatérale et de ses perspectives dans les différents domaines ainsi que des questions politiques et sécuritaires d'intérêt commun, souligne le communiqué. Le dialogue stratégique algéro-américain, auquel le président Abdelaziz Bouteflika et le président Barack Obama ont fixé des missions de grande portée, a été relevé en 2014 au niveau des ministres des Affaires étrangères des deux pays, rappelle la même source. Toujours sur la diplomatie, le ministre délégué chargé des affaires maghrébines et africaines, Abdelkader Messahel, a reçu hier l'envoyé spécial du président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, au siège du ministère des Affaires étrangères. Abdelkader Messahel a félicité les Iraniens pour les négociations positives portant sur le dossier nucléaire, en évoquant les avancées réalisées concernant ce sujet, indiquait le communiqué du ministère des Affaires étrangères. Cet entretien a aussi permis aux deux parties de procéder aux questions relevant des relations algéro-iraniennes ainsi que des questions de politique internationale, a ajouté le communiqué. Cette rencontre a également offert l'occasion aux deux parties de procéder à un tour d'horizon des questions relevant des relations bilatérales ainsi que des questions de la politique internationale. M. Messahel a reçu hier matin au siège du ministère des Affaires étrangères la chargée d'affaires de l'ambassade des États-Unis à Alger, qui l'a informé des résultats des négociations de Lausanne sur le dossier nucléaire iranien. Pour rappel, l'Algérie, par la voix du porte-parole du ministère des Affaires étrangères, s'est félicitée de l'heureux aboutissement de ces négociations. Côté éducation, la ministre du secteur Nouria Benrabrit a insisté lundi à Annaba sur la nécessité de réhabiliter les missions des inspecteurs de l'éducation nationale. Il s'agit aussi de remédier aux déséquilibres enregistrés au plan pédagogique afin de préserver l'intérêt de l'élève et relever les défis qu'affronte l'école algérienne. Madame Benrabrit a également souligné, au cours de cette réunion tenue au siège de la Wilaya, le rôle des inspecteurs dans l'encadrement, l'accompagnement et l'évaluation des performances des enseignants et celui des chefs d'établissement dans la professionnalisation de la gestion. La ministre a rappelé que la situation d'instabilité vécue par le secteur était liée à la manière dont ont été gérés les problèmes soulevés et les revendications du corps enseignant. Elle a également regretté l'absence de revendications servant directement l'élève, son avenir et celui de l'école algérienne. Lors de son inspection au lycée Saint-Augustin, la ministre a appelé les lycéens concernés par l'examen du baccalauréat à ne pas déserter leurs établissements jusqu'à l'examen blanc prévu le 7 juin prochain et à respecter le calendrier arrêté. Par ailleurs, une commission chargée de la révision des statuts particuliers du personnel de l'éducation nationale sera installée ce mardi à Alger entre la tutelle et 10 organisations syndicales, a affirmé un conseiller de la ministre, Mohamed Chaïb Dra Al-Thani. Le conseiller de Mme Nouria Benrabrit a ajouté qu'un projet de pacte de l'éthique et de la stabilité qui garantit le droit à l'éducation pour l'enfant et le droit à la grève pour l'enseignant sera soumis aux syndicats. Il a en ce sens précisé que la tutelle travaille dans un esprit de concertation pour éviter le recours à la grève. Le même responsable a regretté le fait que la tutelle n'ait pas le temps de s'occuper des questions pédagogiques et qu'elle passe beaucoup de temps à régler des conflits sociaux. Il a également déclaré que les établissements resteront ouverts jusqu'à la tenue de l'examen pour que les élèves puissent se préparer ensemble et avec leurs enseignants.
précisant qu'une armada d'inspecteurs sera chargée de veiller sur la présence et l'assiduité des enseignants. Concernant les dates des examens de fin d'année scolaire, le même responsable a réaffirmé que les dates ne seront pas changées, appelant les élèves et leurs parents à ne pas croire ce qui se dit ici et là. Pour ce qui est du retard engendré par le mouvement de grève observé au cours du deuxième trimestre, le conseiller de la ministre souligne que le retard a été évalué à une dizaine de jours, suggérant aux élèves et aux enseignants d'aller vers l'essentiel et les thèmes structurants, et à ne pas suivre de façon linéaire les programmes. Sur le volet santé, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a présenté hier devant la Commission de la Santé, des Affaires sociales, du Travail et de la formation professionnelle de l'Assemblée populaire nationale un exposé sur les défis de la politique sanitaire en Algérie, a précisé un communiqué de l'APN. M. Boudiaf a précisé que son département ministériel a engagé depuis le début du troisième trimestre 2013 une opération de recensement exhaustive qui a touché tous les établissements et structures sanitaires de proximité à travers le pays, en vue de relever les dysfonctionnements contre lesquels le secteur bute en dépit des moyens importants mobilisés par les autorités publiques. Une feuille de route a été mise en place en vue de réorganiser le service des urgences et le doter des moyens matériels et humains dans le sens de l'amélioration de l'accueil et de l'orientation, l'humanisation des établissements sanitaires, la mobilisation effective des équipes médicales et paramédicales, techniques et administratives, au niveau des urgences et des points de garde, ainsi que le renforcement de ces unités en équipement d'imagerie et d'un laboratoire, a indiqué M. Boudiaf. Concernant la pénurie de médicaments, le ministre a fait savoir que des crédits ont été affectés pour l'acquisition de médicaments anticancéreux. Les mesures organisationnelles d'approvisionnement des hôpitaux en produits pharmaceutiques par la pharmacie centrale des hôpitaux ont été révisées, a ajouté le ministre, précisant qu'une stratégie sera mise au point pour assurer la disponibilité des vaccins et sérums au niveau de l'Institut Pasteur. Une convention portant sur le paiement des pensions et allocations de retraite a été signée lundi au siège de la CNR d'Alger entre Mohamed Arslan Bashtarzi et Tidjani Hassam Haddam, respectivement PDG de la Banque de développement local et directeur général de la Caisse nationale des retraités. Cet accord signé mettra fin aux longues files d'attente des retraités devant les guichets des agences postales pour percevoir leur pension. Des retraités auront le choix de maintenir leur compte CCP ou le domicilier dans une banque, ont précisé Tidjani Hassan Haddam et Mohamed Arslan Bashtarzi, signataires de la Convention. Cette convention s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l'instruction du Premier ministre relative à la nécessité de diversifier les circuits et les moyens avec lesquels sont payés les retraités, d'améliorer les prestations au profit de cette frange de la société et d'alléger les procédures au niveau des banques, a-t-on expliqué. À cet effet, les bénéficiaires inscrits sur les registres de la CNR, au nombre de 2 653 171 retraités, disposent désormais de la latitude de choisir le canal de paiement qui leur convient, tout en maintenant les dates de paiement en vigueur, à savoir les 20, 22, 24 et 26 de chaque mois. En vertu de cet accord, la BDL procédera à l'ouverture d'un compte principal pour la direction générale de la CNR et des comptes auxiliaires pour ses agences locales de wilaya. L'opération de paiement s'effectuera au niveau de 1500 guichets de la BDL en première phase et concernera par la suite toutes les banques publiques et privées. Sur le plan international, le gouvernement malien a renouvelé sa confiance pleine et entière en l'équipe de médiation internationale, dont l'Algérie est chef de file, a indiqué un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale. L'accord paraphé le 1er mars 2015, y compris par les représentants de la médiation internationale, dont l'Algérie est le chef de file, est un instrument privilégié porteur de paix pour le Mali et pour toute la région, a précisé la même source. Le gouvernement du Mali a rappelé que l'accord obtenu à Alger était le fruit de 8 mois de processus intense de dialogue inclusif intermalien, impliquant toutes les parties prenantes maliennes, y compris les mouvements armés et la société civile. Le gouvernement du Mali poursuit tous les efforts visant à faire partager le contenu de l'accord, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, y compris dans les camps de réfugiés maliens dans les États voisins. Le gouvernement du Mali, qui a toujours tendu une main fraternelle aux frères du mouvement du Nord, leur renouvelle son appel afin qu'ils s'inscrivent résolument et avec courage dans la dynamique en cours pour la signature de l'accord, dans les plus brefs délais. Le gouvernement du Mali salue le mouvement d'ensemble des populations maliennes qui se sont exprimées de diverses manières à travers le pays en faveur de la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, paraphé à Alger le 1er mars 2015. Il a exprimé sa reconnaissance à tous les amis du Mali, à toutes les bonnes volontés et reste ouvert à toutes les initiatives visant à conforter la paix et la réconciliation dans notre pays.
Le document a été paraphé par le représentant du gouvernement malien, les mouvements politico-militaires du nord du Mali, engagés dans la plateforme d'Alger, le mouvement arabe de l'Azawad, la coordination pour le peuple de l'Azawad et la coordination des mouvements et fronts patriotiques de résistance, et par l'équipe de la médiation conduite par l'Algérie. Guerre civile en Syrie, intervention saoudienne au Yémen, c'est dans un contexte international et régional particulièrement tendu que le président turc Recep Tayyip Erdogan se rend en visite officielle à Téhéran. Sur tous ces dossiers internationaux, l'Iran et la Turquie sont à couteau tiré. À la fin du mois de mars, ce sont des déclarations virulentes du président turc qui avaient suscité la colère des autorités iraniennes. Il s'en est fallu de très peu pour que ce déplacement ne soit annulé à la dernière minute. Recep Tayyip Erdogan avait alors accusé l'Iran de vouloir dominer l'ensemble de la région et avait demandé à Téhéran de retirer ses troupes du Yémen, de la Syrie et de l'Irak. Le chef de la diplomatie iranienne, alors en pleine négociation à Lausanne sur le dossier du nucléaire, avait ensuite accusé Ankara d'alimenter l'instabilité au Proche-Orient. À Téhéran, des députés conservateurs avaient même qualifié d'insultes les propos du président turc et demandé l'annulation de sa visite. Celle-ci a donc finalement été maintenue, sans doute en raison des liens commerciaux très importants entre les deux pays, en dépit des tensions qui les opposent sur le dossier syrien et récemment sur le Yémen. Téhéran et Ankara ont pour ambition de faire passer à 30 milliards de dollars en 2015 le volume de leurs échanges commerciaux. Diplomatie internationale. Intervenant quelques jours après la tuerie du Bardo, la visite d'État de Béchir Caïd Essebsi à Paris est l'occasion pour la France et la Tunisie de dissiper les malentendus et de repartir du bon pied. Le président de la République tunisienne, Béchir Caïd Essebsi, est parti ce mardi 7 avril 2015 en visite d'État de 2 jours en France, et ce sur invitation de son homologue français François Hollande. Au programme de cette visite, le chef de l'État aura une rencontre au Palais de l'Élysée avec le président français, ainsi que d'autres entretiens avec le Premier ministre Manuel Valls, le président de l'Assemblée française Claude Barthelone, le président du Sénat Gérard Larcher et la maire de Paris Anne Hidalgo. Les relations bilatérales entre la France et la Tunisie ont été au centre des discussions lors de l'entrevue entre le président français François Hollande et son homologue tunisien Béchir Caïd Essebsi, une coopération vue sur tous les plans, tant sécuritaires qu'économiques qu'éducatifs. La France peut de multiples façons assurer la coopération exemplaire que la Tunisie attend de la France. Coopération dans les domaines de la sécurité, de la lutte contre le terrorisme. Coopération également que nous voulons exemplaire en matière culturelle. Un accord a été signé entre les deux ministres. Coopération également en matière universitaire. 15 000 Tunisiens viennent ici suivre leurs études. Et puis il y a la coopération économique et touristique, au sens où les entreprises françaises sont déjà fortement présentes en Tunisie. Non seulement elles le demeureront, mais elles accentueront encore leurs investissements. Il est à noter qu'à son arrivée, Béchir Caïd Essebsi a été reçu par Harlem Désir, secrétaire d'État français aux affaires européennes. Toujours en Tunisie, au volet sécuritaire, 4 soldats ont été tués et 6 autres blessés dans une embuscade contre une patrouille militaire dans la région de Kasserine, une zone d'activité de terroristes dans le centre-ouest de la Tunisie, en représailles aux 2 terroristes abattus par les forces tunisiennes dans la même ville. Le Comité international de la Croix-Rouge a l'intention d'acheminer au Yémen 48 tonnes d'aide médicale et autres produits de première nécessité à bord de 2 avions au cours des 2 prochains jours à venir, a déclaré mardi sa porte-parole. Selon Marie-Claire Fegali, le CICR compte effectuer le premier vol mercredi, avec à son bord 16 tonnes d'aide médicale qui décolleraient de Jordanie. Le deuxième vol, qui acheminerait des tentes et des génératrices, est en cours de préparation à Genève et prévu pour jeudi, a-t-elle continué. Ces 2 vols ont reçu le feu vert de la coalition arabe qui mène des raids aériens contre les Houthis, alliés à l'Iran. Fegali ajoute que la Croix-Rouge cherche toujours à obtenir le feu vert pour un navire qui acheminerait de Djibouti à Aden une équipe de chirurgiens du CICR et de l'ONG Médecins sans frontières. Plusieurs semaines de combat au Yémen entre miliciens et partisans du président Abdrabou Mansour Hadi ont fait des centaines de morts et déplacé des dizaines de milliers d'habitants. L'UNICEF a mis en garde lundi contre le risque de catastrophe humanitaire au Yémen. De son côté, le ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté sa voix mardi aux appels en faveur d'un cessez-le-feu au Yémen, après celle de la Russie et de la Croix-Rouge. Nous appelons les parties concernées à mettre en œuvre rapidement un cessez-le-feu et éviter toute nouvelle victime civile, a dit le porte-parole du ministère à Pékin. En Russie, les démonstrations militaires continuent.
Un nouveau type de missile a été testé il y a 3 jours, a annoncé samedi le commandant adjoint des troupes aérospatiales, le général Kirill Makarov. Les essais vont bon train. Il y a 3 jours, les troupes russes de défense aérospatiale ont réussi le tir d'un missile téléguidé qui a détruit sa cible avec succès, a déclaré le général sur les ondes de la radio RSN. Il est bon de rappeler qu'un régiment des troupes russes chargé de protéger la région de Moscou a reçu des missiles sol-air S-400 en 2015. La Russie compte également des régiments équipés de missiles S-400 sur la mer Baltique, à Nakodka et dans la région militaire du Sud. Un régiment sera prochainement doté de ces missiles sur la péninsule de Kola. Elle compte se doter de 12 régiments armés de ces missiles d'ici 2020. Le S-400 Triumph, code OTAN SA-21 Growler, est un système de missiles sol-air de grande et moyenne portée destiné à abattre tout type de cibles aériennes, avions, drones, missiles de croisière hypersoniques. Le système est capable de tirer simultanément 72 missiles sur 36 cibles éloignées à une distance de 400 km. Insolite. En Australie, un garçon autiste de 11 ans porté disparu depuis 4 jours dans le bush australien a été retrouvé ce mardi par la police. Un véritable miracle, tant la végétation du bush, composée de bois et forêts très denses, lui laissait peu de chances de s'en sortir. Luke Shambrook était en train de marcher dans les collines escarpées du parc national du lac Eldon, à environ 3 km du campement d'où il avait disparu vendredi, lorsqu'un hélicoptère de la police équipé de caméras thermiques l'aperçut. Souffrant de déshydratation et d'hypothermie, l'enfant a été hospitalisé. C'est un véritable miracle, considère Rick Nugent, le responsable de la police du Victoria. Tant le terrain là-bas est couvert de forêts très denses et la température nocturne basse. L'apercevoir a été un immense soulagement et il est difficile de décrire la joie que nous avons ressentie, a-t-il ajouté. Les secouristes avaient repris espoir lundi après avoir trouvé au terme de 3 jours d'intenses recherches la casquette de l'enfant. Sa famille avait signalé qu'il était autiste et qu'il était probable qu'il ne réponde pas aux appels, n'ayant peut-être même pas réalisé qu'il était perdu. Comme l'enfant, selon les dires de ses proches, aime se cacher et est fasciné par l'eau, les investigations s'étaient dans un premier temps orientées vers le lac. Un garçon de 11 ans qui est autiste et réussit à s'en sortir, c'est vraiment un jeune homme fort, courageux et résilient, a déclaré Rick Nugent. On en arrive maintenant à la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle édition et à bientôt sur Numidia News.